Le bonheur est une très vieille question philosophique. Aujourd'hui, des coachs en développement personnel, des psychologues, des sages New Age, des scientifiques prétendent avoir percé la clé du bonheur et délivrent la bonne parole devant leur communauté de fidèles à travers conférences, livres, témoignages télévisuels ou encore sur leur chaîne YouTube. En quelques leçons simples et efficaces, chacun pourrait donc enfin décider d'être heureux. Comment s'est fabriquée cette injonction au bonheur? C'est ce que nous allons interroger avec Eva Illouz, sociologue des émotions internationalement connue, et Edgar Cabanas, auteur de Happycratie. Et pour m'accompagner, j'ai fait appel à Chloé Ball, étudiante à l'ESCE et à HEIP, et je lui ai donné rendez-vous dans cet endroit, un espace détente ou fun zone. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour parler du bonheur, puisque les étudiants peuvent venir se détendre sur des bornes arcade ou sur des flippers, ce qui va la libérer de la dopamine, ce qui est l'hormone du plaisir et du bonheur. Bonjour Chloé. Bonjour Evie. Bah écoute, installe-toi ici, sur ce baby-foot. J'ai envie de te poser une question ici, d'abord, pour commencer pour notre thématique. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Bah pas très bien, bof. En fait, tu vois, dire que ça va bien, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on attend de l'autre, en fait. Dire qu'on va mal, par contre, c'est se situer dans une position où tu mets l'autre mal à l'aise, où toi-même, tu es un peu embarrassé parce qu'il faut développer. C'est intéressant parce que dans la société moderne, dans la société contemporaine, l'homme normal, c'est un homme heureux. Et ça, c'est un vrai impératif social. C'est là où il y a une injonction. Il faut aller bien. Et ça montre et ça démontre que tu es un individu opérationnel et fonctionnel. Donc plutôt que de te poser la question, Chloé, est-ce que ça va? Je vais te poser une question encore plus difficile. Est-ce que tu te sens heureuse? C'est une question très difficile. Je pense qu'il est très difficile d'y répondre parce que déjà pour y répondre, il faudrait clarifier de ce qu'on entend par bonheur, comme quel est le lien entre l'état de bonheur et le sentiment d'être heureux, et aussi inclure, en tout cas savoir ce qu'on inclut dans ce sentiment d'être heureux. Bah, c'est vrai que, tu vois, c'est une question aussi vieille que la philosophie. On pose la question de la sagesse, mais on pose aussi la question du bonheur depuis le début. Il y a plusieurs façons de le concevoir. Je ne vais pas te faire toutes les écoles de la philosophie, mais en gros, on peut se dire que soit le bonheur, c'est un état vers lequel on va tendre, donc c'est un idéal, soit c'est, définition peut-être un peu plus modeste, c'est se dire, bah, finalement, le bonheur, c'est la recherche du plaisir et la recherche de la jouissance. C'est par exemple les épicuriens. C'est une autre définition qui est possible. Ou alors, on peut aussi se dire que c'est un état de plénitude et d'harmonie totale. Et en fait, cette définition est assez inquiétante, parce que pour Freud, par exemple, c'est proche de l'état de mort. Le seul moment où tu atteins la plénitude et l'harmonie totale et la réconciliation totale, c'est le moment où tu es mort. On n'a peut-être pas envie d'atteindre cet état-là. Et enfin, tu peux te dire, encore une autre version qui sera moins ambitieuse, c'est dire, bah, finalement, le bonheur, on peut le définir par la négative, ça sera l'absence de peine ou de souffrance. Donc je sais ce qu'on peut se dire. Là, Olivier, tu bascules du côté de la vie des idées, la vie intellectuelle, mais c'est très très loin de notre réalité matérielle. En fait, c'est faux. Parce que cette idée du bonheur, elle est venue se concrétiser, elle est venue se matérialiser, notamment dans les déclarations. Les déclarations d'indépendance des États-Unis, tu te souviens de la date? 1776, Pas mal. 4 juillet 1776, Déclaration des droits de l'homme? 1789. Parfait. Et en fait, dans l'une et l'autre déclaration, il y a quelque chose qui est énoncé de l'ordre d'un droit à la recherche et à la quête du bonheur. Ça veut dire que cette idée, elle devient matérielle, elle devient concrète. Elle signifie que nous sommes tous, en tant que citoyens, à égalité devant cette aspiration et cette quête du bonheur. Ça devient véritablement synonyme de la promesse démocratique qui s'affirme à cette époque. Tu parles d'égalité et pourtant on sait que la déclaration d'indépendance des États-Unis a été établie donc le 4 juillet 1776 comme on le disait, alors que l'esclavage sévit encore aux États-Unis. Ouais. Par là, on peut se poser la question, est-ce que finalement cette recherche du bonheur, cette quête du bonheur n'est-elle pas destinée ou sous-entendue destinée uniquement à certaines personnes, à une certaine catégorie de personnes, et j'entends par là les hommes blancs. Et encore aujourd'hui, on peut se poser la même question dans le sens où est-ce que finalement cette quête du bonheur, elle n'est pas destinée à des personnes qui ont le luxe de se poser la question et qui peuvent partir à cette recherche du bonheur. Ouais, je vois où tu nous amènes vers la critique de l'universalisme tel que celui des Lumières, et tu as tout à fait raison de porter sur cet angle-là. C'est un vaste sujet qu'on va mettre de côté. Par contre, je vais reprendre l'angle second que tu nous proposes, c'est-à-dire sur la société de consommation et sur le fait qu'il y en a qui ont plus accès
que d'autres à cette quête et à cette recherche effective du bonheur. Et effectivement, il y en a certains qui sont plus privilégiés que d'autres. Il faut voir une chose, c'est que la société de consommation, elle s'est construite dans le prolongement de cette promesse d'égalité et promesse démocratique, en disant, on va proposer une nouvelle définition du bonheur qui n'est pas plantée dans le ciel des idées, qui n'est pas alimentée par un fatras métaphysique assez complexe, mais qui est l'idée du bien-être. Le bien-être matériel, de la sécurité matérielle. En gros, la société de consommation, et ça je l'ai vu dans une autre séance d'humanité, c'est de dire on va fournir la prospérité et l'abondance collectivement, ce qui va permettre de rejaillir individuellement et de permettre à chacun d'être heureux. Ce bonheur, donc, c'est le bien-être matériel. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que consommer, acheter, en tout cas tout ce qui va dans cette société de consommation, satisfait personne. Cette promesse, finalement, elle est jamais satisfaite, n'est-ce pas? Ouais, bah là, on est face vraiment aux ambivalences et aux ambiguïtés de la société de consommation. On te promet l'abondance et la prospérité, on te promet de réaliser ton bonheur grâce à l'achat matériel, etc., et par ce bien-être matériel. Et en fait, on te dit, le bonheur, c'est l'accomplissement de ton désir. Alors, pour tous ceux qui ont un peu des notions de psychanalyse, on sait que le désir, c'est le manque. Donc, toi-même, en partant à la recherche de ton bonheur, tu ne fais que fabriquer de la frustration. Tu achètes et l'acte d'achat engendre une déception, une frustration, une attente qui est repoussée sur autre chose. Tu as ça, tu veux encore autre chose. Donc on crée une sorte de bonheur paradoxal. Ça, c'est une expression de Gilles Lipovetsky, le sociologue. Donc, bonheur paradoxal parce que en fait, tu n'es heureux que d'être malheureux et malheureux d'être heureux. Enfin, tu vois, et tu te retrouves dans cette situation qui fait que tu fabriques le moteur de la croissance. Et c'est impératif parce qu'il n'y aurait plus de société de consommation si on était dans l'état d'harmonie que je décrivais tout à l'heure, l'état freudien de la mort. Ce serait la mort de la société. La société de consommation ne fonctionne que sur cette aspiration toujours attendue à un bonheur qui est remis à demain. Ce que je viens de te dire, en fait, Chloé, finalement, c'est une critique ou une analyse assez classique de la société de consommation. Et on peut dire que ça correspond au stade 1 de la société de consommation. Aujourd'hui, c'est encore plus subtil, ça a évolué, puisqu'on n'est pas simplement dans une promesse de bonheur pour aller vers l'acte d'achat. On peut même dire que le bonheur est devenu un produit à travers la personne. C'est toi et c'est moi qui sommes les produits de consommation. Tu as totalement raison. Par là, moi je vois, j'ouvre mon téléphone le matin, je vais sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social et on est ciblé par des publicités de certaines marques en fonction de nos aspirations. Et finalement, c'est la donnée et on désigne souvent la donnée comme le nouvel or noir. Ouais. C'est le nouveau pétrole. Voilà, c'est une source de valeur inépuisable pour les entreprises. Et tu as raison finalement, quand tout est gratuit pour moi finalement. Je suis ciblée par les produits que j'aime, quasiment tout est gratuit. Alors il faut l'acte d'achat derrière, mais en tout cas, j'ai en termes d'informations, des informations gratuites qui sont ciblées pour moi. Et tu as raison, quand tout est gratuit finalement, c'est que le produit, c'est moi. Ouais, c'est connu hein, cette phrase. Le produit, c'est toi. Si c'est gratuit, il y a un loup. Oui. Le produit, c'est toi. Et pour valoriser ta personnalité, pour la transformer en marchandise et en produit qui peut générer du chiffre, du cash, de la valeur ajoutée, on a trouvé ce biais qui sont les émotions, le commerce de nos émotions. Et il y a une histoire de ça aussi. Il faut remonter au début du XXe siècle. Donc avant la société de consommation, finalement, c'est une longue histoire. On a Freud, j'y reviens encore. Avec l'invention de la psychanalyse, de l'inconscient, on s'intéresse à l'intériorité, au moi intime. Bon, c'était à des fins d'exploration, de conquête de la subjectivité, de la liberté, mais ça s'est transformé en sorte de manuel, en guide, en magazine féminin qui te promeuvent 5 recettes du bonheur, ou 5 recettes de la réussite, ou 5 recettes de la vie épanouie. Donc en fait, cette psychanalyse s'est transformée en psychologie et en technique d'amélioration de soi à travers ce que je viens de décrire. Cette question, à partir du moment où elle est devenue, elle s'est imposée dans les magazines et dans les médias, par exemple, c'est plus devenu une question intime et qui était de l'ordre du foyer, de la vie privée, mais une question publique. L'émotion, le moi intime, est devenu une question qui intéresse tout le monde. Ceux qui nous vendent des produits, mais aussi les entreprises et tout ce qui concerne la vie professionnelle. On s'est rendu compte que les émotions étaient une ressource mobilisable. Ta motivation, l'énergie, l'investissement dont tu vas faire preuve vont permettre de produire de la richesse, de créer de la richesse. Ça intéresse tout le monde. Et donc, nos émotions, notre perception de nos émotions est celui maintenant d'un capital. Un capital qu'il faut faire fructifier. Et ce n'est pas innocent que dans les années 90, on a inventé ce qui est l'intelligence émotionnelle. Tu avais le QI, rationnel, froid. Est-ce que tu es intelligente ou pas? Tu as 110, 120, 130, 140 de QI. J'ai un QI très bas. Moi, je pense que je suis en dessous de 40.
Mais après, on s'est dit, non, mais t'inquiète, on va te sauver grâce au quotient émotionnel. Ton empathie, ta capacité à communiquer avec les autres, et ça, c'est beaucoup plus important. Et ça veut dire que cette capacité émotionnelle va être mobilisée, bien sûr, dans la vie professionnelle, mais dans l'ensemble des champs de l'existence. On va te dire comment te présenter un entretien, comment communiquer avec les autres, comment gérer ta colère avec ton prochain, comment gérer ton couple, tes enfants. L'émotion est entrée partout, mais sur une modalité qui est celui du mode de gestion. Et quand tu parles de ces émotions, en fait, tu te rends compte que le dénominateur commun, ce à quoi ça revient toujours, c'est la question du bonheur. Les émotions, mais c'est intéressant comme lapsus, je vais le garder, les ébonheurs, les émotions congrues vers le bonheur, vers cette recherche du bonheur. Et moi, je vais te proposer une nouvelle définition du bonheur, différente de celle qu'on a donnée jusqu'à présent. Et si le bonheur, ce n'était que la gestion effective et l'affectation efficace de nos émotions. On cherche à optimiser l'usage de nos émotions, et ça serait ça le bonheur. Le bonheur, il faut voir que ça change de sens. C'est plus l'objectif d'une vie, c'est ce qu'on a vu avec les déclarations, la recherche du bonheur, ce serait la condition d'une vraie réussite. Tu affectes et tu gères bien tes ressources émotionnelles, eh bien tu réussiras tes entretiens, tu réussiras ton mariage, tu réussiras l'éducation de tes enfants, et ainsi de suite. Finalement, tu places le bonheur au sommet de la hiérarchie des émotions positives. Sauf que le problème, c'est que c'est toujours un idéal à conquérir, rien ne change. On court après cette recherche du bonheur qu'on n'aperçoit jamais. Alors, pas tout à fait, parce que justement, là, on serait dans une définition assez traditionnelle du bonheur, et il y a vraiment une révolution, j'ai presque envie de dire cognitive, qui s'est opérée dans les années, ou paradigmatique, qui s'est opérée dans les années 90, avec ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle toujours, la psychologie positive. Tu as, j'ai envie de dire l'apôtre presque de la psychologie positive, qui est un psychologue américain, qui s'appelle Martin Seligman, qui a pris en 1998, je crois, la tête de l'association des psychologues des États-Unis, qui représente quand même 117 000 personnes à peu près. Et il a totalement bouleversé l'approche du bonheur. Alors, pour expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il présente ça comme une sorte de révélation, c'est Moïse qui a eu une révélation sur le mont Sinaï. Il dit, un jour j'étais dans le jardin en train de désherber, et ma petite fille était dans mes pattes, elle m'empêchait de faire mon travail et tout ça, et donc je l'ai un peu rabroué brutalement, je lui ai dit d'aller jouer dans son coin, et j'étais bougon, je lui ai montré ma mauvaise humeur. Et sa fille s'est un peu crispée, elle est partie, elle n'a rien dit, et elle est revenue le voir au bout de quelques minutes, et elle a dit, tu sais papa, entre 3 et 5 ans, j'étais comme toi. Je faisais la tête, j'étais souvent fâchée, parfois j'exprimais que j'étais pas contente, et puis à 5 ans, j'ai pris une grande résolution. J'ai décidé que ça ne serait plus jamais comme ça. J'ai décidé que je ne laisserais jamais le sort m'abattre ou prendre les choses de façon négative, je prendrais les choses de façon positive. Et là, il s'est dit, bah, ma petite fille de 5 ans, 6 ans, lui a ouvert un horizon totalement différent et dit, je me laissais trop aller à des humeurs négatives, il allait falloir que je change. Et en fait, il nous dit, le bonheur, c'est plus un idéal à conquérir, c'est une question de volonté. Tu peux décider d'être malheureux, mais tu peux aussi décider d'être heureux. Et là, c'est une question de vouloir. C'est intéressant comme rapport. Ça ressemble vachement quand même à tout ce qui est philosophie New Age, certains courants spiritualistes et tout ça, un peu foireux, je me permets de le dire. Mais là où ça changeait vraiment radicalement la donne, c'est que c'était pas n'importe qui professait ça, c'était un psychologue qui venait du freudisme, qui avait fait toutes ses études académiques et classiques, qui était chercheur. Et le fait que ce soit lui qui délivre ce message à travers aussi l'association et ses 117 000 membres, eh ben, ça a eu une portée beaucoup plus importante, tu peux imaginer. Il avait une légitimité à dire ça. Et en fait, tout d'un coup, il montrait que la clé du bonheur était en nous, en chacun d'entre nous. Et ce message-là, il est arrivé au bon moment parce qu'il y avait la caution scientifique et c'est ce qu'attendait la société aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs économiques, politiques, sociaux, qui se sont emparés de ce message parce que ça leur parlait et que c'est exactement ce qu'ils avaient envie d'entendre. Tu sais, on assimile toujours mieux les choses quand on entend ce qu'on a envie d'entendre, ce qui vient conforter nos idées. Tous les gens qui sont ambitieux, qui sont dans la conquête, qui sont dans la volonté, qui disent « moi, je ne crois pas dans les déterminismes sociaux, je vais me faire moi-même, le self-made man et tout ça », ils se sont dit bah, « c'est génial, voilà une psychologie de winner ». Donc il a été invité par des cadres, il a eu des donations. C'est incroyable l'argent qu'il a levé de la part de soit de particuliers, soit de la part d'entreprises. Coca-Cola s'est vachement intéressé à son travail. Ils l'ont fait venir, ils l'ont fait travailler sur cette question du bonheur en entreprise et comment le bien-être en entreprise pouvait améliorer
les conditions de travail, c'est bien pour les salariés, et la productivité et l'efficacité en entreprise. Ça permettait de fabriquer un individu plus performant. Dans la question de la santé aussi, eh ben, si un individu heureux, c'est un individu qui va mieux manger, c'est un individu qui va coûter moins cher à la sécurité sociale, tout va bien. Je pourrais prendre tous les champs de la vie économique et sociale et te dire que ce discours a porté partout. Et pour ceux pour qui ce ne serait pas encore suffisamment parlant, on peut même dire qu'en entreprise, et c'est toi qui me l'as rapporté, c'est vrai, j'avais oublié, mais dans les entreprises, on a créé un métier. Le Chief Happiness Officer. C'est fantastique, quelqu'un qui veille à ton bonheur au sein de l'entreprise. Quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait un changement de paradigme, c'est vraiment, le mot de paradigme est peut-être un peu impressionnant, mais c'est vraiment, vraiment un changement mental et donc de rapport à la psyché. C'est-à-dire que dans le freudisme classique, on s'intéresse aux gens qui sont malades, qui sont névrosés, voire psychotiques. Enfin là, ça va être la psychiatrie qui va s'en emparer aussi. Mais qu'importe, c'est des gens qui ne vont pas bien. Et d'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un, tu ferais bien d'aller voir un psy, on te dit, mais attends, moi je suis pas malade, je suis pas fou, pourquoi tu insinues que je vais mal? Donc c'est une partie de la population. Lui, Seligman, et c'est pour ça que c'est devenu économiquement aussi une denrée incroyable, ce qu'il a apporté, c'est de dire, moi je m'intéresse pas à la question de ceux qui vont mal ou ceux qui vont bien, je m'intéresse à la question de ceux qui sont dysfonctionnels ou ceux qui sont fonctionnels. En gros, tu peux aller bien, mais être dysfonctionnel. Quand je dis bien au niveau de la santé mentale, c'est-à-dire que tu n'es pas dépressif, tu n'es pas mélancolique, tu n'es pas psychotique, mais par contre, ouais, tu as des blocages qui t'empêchent de réussir, tu as une timidité sociale, tu as autre chose. Donc c'est des gens bien, mais qui ont envie d'aller améliorer leur performance. C'est ça la psychologie positive. C'est tu es ce que tu es, mais on va t'aider à être mieux que ce que tu es. Et une fois que tu as fait ça, tu as débloqué à peu près tous les verrous. Du coup, selon Seligman, c'est quoi cette recette du bonheur? Ouais, je vois que tu es en train de commencer à te prendre au jeu, en fait, parce qu'on a tous envie de connaître la clé du bonheur. Je vais te donner une réponse un peu à côté. Je te l'ai dit, Seligman, c'est un psychologue. Il a trouvé une alliance avec les entreprises, avec des fondations, même des églises qui s'intéressaient au lien entre la spiritualité et le bonheur, qui ont trouvé ça intéressant, cette articulation. Il y a aussi des coachs en développement personnel, qui en 5 ou 10 leçons vont t'expliquer comment améliorer tes performances, ton efficacité, ton bonheur, ta santé mentale ou je ne sais quoi, ou ta vie sentimentale ou je ne sais quoi. Tu en as un qui est très connu, qui s'appelle Robbins, qui a fait fortune grâce à ça, qui crée des séminaires gigantesques où les gens rentrent dans une sorte de transe collective. Il va voir les uns ou les autres, il y a une musique assourdissante qui passe, il te fait parler, il te fait pleurer, et à la fin, tu as eu un déclic et tu as un être nouveau qui va renaître. C'est vraiment christique, le truc. Tu meurs et tu renais, quoi. Très flippant, mais intéressant à regarder, donc c'est sur Netflix. Qu'est-ce qu'il dit au fond? Le message, il est extrêmement simple. C'est que, je te disais tout à l'heure, le produit, c'est toi. La richesse, la ressource, c'est toi. La beauté, c'est toi. Le potentiel, c'est toi. La singularité, c'est toi. Tout se trouve en toi. Chaque individu est unique. Chaque individu a une puissance absolue s'il arrive à la déployer. Et pour arriver à la déployer, il va falloir être honnête avec soi-même. Il va falloir regarder à l'intérieur, ne pas avoir peur de ses peurs et trouver le message authentique qu'on veut délivrer. C'est une quête d'authenticité, en fait. Si tu es en phase avec toi-même, si tu es fidèle à ce que tu es, eh bien, tu vas libérer un potentiel, j'ai presque envie de dire démoniaque. Je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, puisque tu m'as dit quelles sont les clés du bonheur. Pour libérer cette puissance démoniaque qui est en toi, je vais te donner un conseil très simple. Tous les matins, quand tu te lèves, tu te regardes dans la glace et tu te souris. Et si tu te souris, le monde te sourira, parce que c'est toi l'instrument du changement. Tu te souris et le monde te sourira. Et en libérant cette pensée positive, parce qu'en plus, au niveau chimique, en te souriant et en faisant preuve de bienveillance à ton égard, tu vas libérer les bonnes hormones, quoi. Des hormones positives qui vont faire que les gens vont te regarder différemment et ça ira mieux pour toi. Quand je te le dis avec un peu d'ironie aussi, il faut être honnête. Finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout repose sur l'individu, tout repose sur nous-mêmes. Pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit la clé. En tout cas, ce serait trop facile. Tellement de choses aujourd'hui dans notre société qui sont négatives. Je pense qu'il y a des maux de société qui aujourd'hui sont en train de prendre le pas sur le monde. Je parle du réchauffement climatique, bien sûr. Je parle aussi de la pauvreté, de la précarité. Je parle des violences qui sont de plus en plus nombreuses. Et pour moi, je vois pas comment je pourrais me concentrer sur moi-même, alors que tant de personnes souffrent. Je vois pas comment à l'intérieur de moi, je peux trouver du bonheur quand autour de moi tout s'écroule. Oui, et puis en plus, ça va peser une responsabilité énorme sur tes épaules. C'est-à-dire que si toi, tu es la clé de toute chose,
ça crée de l'éco-anxiété, quoi. C'est-à-dire que même si moi, j'essaie de faire des choses, le monde, il va mal, donc pourquoi j'y arrive pas? Donc c'est de ma faute. Enfin, voilà, ça crée ce phénomène-là. C'est vrai que c'est assez pervers de faire tout poser sur l'individu et ça s'appuie sur une idéologie, en fait. C'est une idéologie, ce bonheur. C'est une idéologie individualiste et un individualisme vraiment radical. C'est pas la société qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la société. Bon, pourquoi pas? On peut aller dans cette voie-là. Mais si tu veux, on voit le mécanisme qui se met en place, et c'est finalement bien structuré, c'est de se dire, c'est l'individu qui fait la société, très bien. Et bien l'individu, pour faire la société, pour faire bien la société, pour faire en sorte qu'elle tienne ensemble, il a besoin d'une motivation, d'un moteur qui soit positif. Et ça va être le bonheur. Donc le moteur, ce serait l'individu, c'est lui le moteur de la société, mais dans un moteur, il faut de l'essence. Et l'essence, ce serait le bonheur. Voilà le mécanisme qui se met en place. Et bien ça a intéressé beaucoup les tenants de l'école néolibérale. Tu sais, en gros, c'est toujours faire jouer librement le marché, bon, c'est une chose, et toujours moins d'État, moins d'intervention étatique, etc. Donc le ressort, c'est l'individu. Et avec cette idéologie du bonheur, ils ont trouvé le point qui leur manquait. En fait, on pense qu'ils sont toujours obsédés par la valeur et la richesse, mais pas que. Tu as un économiste qui s'appelle Sir, parce qu'il a été élevé au rang de Sir, donc de noble, d'aristocrate par la monarchie, qui est un économiste de LSE, donc prestigieuse école à Londres, qui s'appelle Sir donc Richard Layard, qui a été un conseiller de Tony Blair, ancien Premier ministre anglais, qui a eu une grande influence dans la transformation du courant socialiste, puisque c'est du socialisme libéral. Voilà. Et lui dit, en fait, les économistes ont fait fausse route depuis le départ parce qu'ils sont obsédés par la question de la croissance et de la valeur. En fait, il y a d'autres façons de mesurer la valeur que produit une société, qui n'est pas seulement économique. Et ils pensent qu'on devrait fabriquer un indice qui est lié au bonheur. Cet indice permettrait d'évaluer beaucoup mieux la bonne santé ou la mauvaise santé d'une société. Pourquoi pas? Ils pensent qu'on est capable de le mesurer. Il y a des instruments qui ont été créés. Je t'épargne l'étude de ces instruments, mais c'est intéressant de se documenter là-dessus. Simplement, on considère qu'on peut le faire. Et puis, bon, tu as ces courants de pensée et tu as l'actualité. Tu as les crises, tu as les événements qui vont permettre à ce courant de pensée de s'imposer. Donc, bien sûr, des gens comme Tony Blair, mais pas que. Il y a la crise de 2008. Grosse crise financière majeure qui a eu un impact sur beaucoup de fondamentaux, évidemment l'accès à la propriété, l'endettement, les soins de santé, la pauvreté, etc. Et en fait, beaucoup d'États se sont intéressés à cet indicateur à partir de ce moment-là, puisque tout allait mal. Ils ont essayé de trouver des choses qui nous permettraient de nous convaincre de l'inverse, que ça allait bien. Quand le thermomètre indique une mauvaise température, tu n'as qu'à dire que le thermomètre est cassé. C'est la clé. Donc tu peux changer la mesure. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce à ce nouvel indicateur du bonheur, que même si les inégalités se creusaient, et on le voit, hein, c'est tout ce que analyse Piketty par exemple, ça n'avait pas d'impact sur notre évaluation du bonheur. Tu pouvais avoir des inégalités qui se creusent, et en même temps, les gens étaient heureux. Ok, c'est très pratique, parce que ça veut dire que structurellement, l'État n'a pas à se préoccuper des inégalités. Laissons les inégalités ou les injustices. Par ailleurs, il constatait que, par l'indicateur du bonheur, que les sociétés où il y avait un degré d'individualisme élevé étaient des sociétés où les gens étaient plus heureux. Merveilleux, là aussi. C'est-à-dire que moins d'État favorise le bonheur et l'épanouissement des individus. Donc tu as un peu une chaîne et un cercle vicieux qui va se mettre en place, où les économistes du bonheur sont allés chercher le bonheur comme indicateur, et cet indicateur a produit les résultats qu'ils voulaient, c'est-à-dire ils les a confortés dans leur politique où il faut toujours plus d'individus, plus d'individualisme, moins de régulation, moins de normes et laisser faire. Et là, on arrive à cette conjonction entre d'un côté un courant psychologique, la psychologie du bonheur, plus des économistes, et tu as le monde nouveau qui se forme. Et du coup, que peuvent faire les politiques? C'est bien le problème, parce que dans ce modèle, il n'y a plus de place pour le politique, la politique, les politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que le critère pour juger la vie bonne, c'est le bonheur. Et pour ça, on va mettre en place des techniques qui vont permettre d'améliorer le bien-être et la vie en commun. Bien sûr, tout ça fondé sur l'individu libre, flexible, autonome, hein, bien sûr. Tu vois, j'ai étudié le nudge dans une notion pour les humanités. Et je me suis rendu compte que le nudge, entre autres choses, donc tu sais, c'est une façon d'orienter ton choix vers une décision qui sera
favorable à la société, mais aussi à toi. Et en fait, c'est très problématique en soi de dire cette décision est bonne pour toi. C'est une décision, c'est par de la technique qu'on fabrique la décision. Mais en plus de ça, on sort l'espace de la délibération pour savoir ce qui est la vie bonne de la délibération démocratique, de la recherche d'un consensus avec des positions qui sont normalement en discussion, donc au départ peut-être conflictuelles. Non, on fabrique du consensus immédiatement, sans délibération. Et il me manquait une case en fait. Je me dis, mais comment ceux qui prennent ces décisions peuvent prétendre que c'est la bonne décision? Eh bien, si tu considères que le bonheur est une condition de la vie réussie et que le bonheur est objectivable, mesurable et que c'est ça qui compte, eh bien, tu as la solution. Le choix vertueux n'est plus un choix politique, c'est la recherche de la vie bonne par le bonheur. Que retenir de tout ça? Doit-on baser toutes nos décisions pour essayer d'atteindre cet idéal de bonheur? Je ne le crois pas, parce que, en fait, c'est une pression extrême qui est mise sur les individus. Cette aspiration au bonheur produit du malheur, de la souffrance, parce qu'on ne se sent pas suffisamment heureux. Et c'est un peu un puissant fond qui est cette recherche, même au niveau psychologique, quand tu te dis « je vais aller à l'intérieur de moi pour trouver la clé du bonheur eh bien, je me plonge à l'intérieur de moi et je ne sais pas si j'en ressortirai un jour. Je suis toujours étonné quand j'écoute des gens qui font de la méditation, du yoga, que je croise dans des cafés parfois, qui mangent bio, du soja et autres, de leur voir leur capacité à dire je recherche la paix intérieure, j'y travaille, je me sens tellement mieux, etc. Et en fait, je trouve qu'ils parfois, ils suintent le malheur. C'est-à-dire, cette obsession de soi et de trouver cette recherche et cette quête du bonheur peut conduire à des effets pervers. Donc peut-être se libérer de cette norme, justement, qui est celle du bonheur. Il y a Pascal Bruckner, l'écrivain et essayiste, qui dit finalement, l'Occident est arrivé à inventer la première civilisation qui est malheureuse de se rendre heureuse. Donc peut-être se libérer de ça et de chercher autre chose. J'avais vu une étude quand je préparais cette séance, que je n'ai pas retrouvée depuis, donc je ne la citerai pas, mais qui disait, voilà, finalement, le bonheur n'est pas la clé de la vie, mais c'est plus la question de la puissance d'agir. Si on est capable de faire et de transformer les choses, ça nous rend bien. Et finalement, la question du bonheur, elle est très accessoire. Je vais essayer d'y répondre, moi, de façon personnelle, puisque je n'ai pas retrouvé l'étude. Je me dis, qu'est-ce qui, fondamentalement, me rend heureux dans cette vie? Il y a un moment où je peux me dire heureux, et ce n'est pas le bonheur matériel, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'ambition sociale assouvie, ce n'est même pas l'amour, ce n'est même pas la rencontre de mon prochain alors que j'adore mon prochain. C'est le moment où j'écris. Pourquoi l'écriture est un tel moment? C'est parce que c'est justement un moment suspendu. C'est un moment où le temps va s'arrêter. Et là où c'est magnifique, c'est que c'est moi qui arrive à produire, à générer ce moment. Quand je décide d'écrire, j'arrive à arrêter l'écoulement du temps et tout ce qui va avec, toutes les angoisses qui vont avec. Voilà, ça c'est ma clé personnelle. Mais peut-être que toi, tu en as trouvé une autre, non? Personnellement, je crois que ce qui me rend heureuse, c'est d'aider les personnes autour de moi. Ça peut être un ou une collègue de travail, un ou une autre étudiante, tu me connais bien. Ouais. Ça peut être aussi une personne croisée dans la rue. En fait, ça me donne l'impression d'appartenir à un monde vivant, interactif, dans lequel je laisse une empreinte positive, une sorte de douceur qui pourrait procurer une joie éphémère à quelqu'un et peut-être même à son tour le rendre heureux. Je crois qu'il y a là une vraie idée du bonheur, c'est l'altruisme qu'il y a derrière. Procurer une aide, une assistance. Et j'aime bien cette idée qu'il y a une douceur derrière ça, dans les comportements.